Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir les préférences de Photoshop. Alors les préférences de Photoshop vont nous occuper pendant 3 ou 4 tutoriels. Elles sont nombreuses, il y a de nombreuses options, il faut prendre le temps de les détailler. Alors je vous montre, on accède aux préférences par édition, préférences, et là on va directement à l'onglet des préférences qui nous intéresse. On va commencer par Général, ou bien on peut y accéder par le raccourci clavier CTRL-K, et là vous allez directement sur l'onglet Général des préférences. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre d'onglets, on va tout découvrir en détail ces préférences car il est important que Photoshop soit bien réglé pour votre confort et aussi pour son fonctionnement. Et puis, il faut bien le dire, certaines options ne sont pas évidentes, les libellés sont un peu ésotériques parfois, et il est bon d'expliquer et surtout de montrer à quoi cela sert. Et vous verrez que certains sont très utiles, enfin ils sont tous très utiles, à des degrés différents bien entendu. Alors commençons par l'onglet Général. En haut, vous avez le sélecteur de couleurs. C'est soit celui d'Adobe, soit celui de Windows. Je vous montre celui d'Adobe. Alors je suis obligé de sortir. Voilà, quand je clique sur la couleur de premier plan, je peux sélectionner la couleur à l'aide de cette interface spécifique à Adobe. Si vous préférez celle de Windows, CTRL-K, vous sélectionnez Windows, OK, et là vous avez une interface différente, voilà, qui est celle de Windows. À vous de choisir celle que vous préférez, si vous avez plus l'habitude de celle de Windows. Pour ma part, ce sera celle d'Adobe. Je reviens à mes préférences. Je vais donc choisir Adobe. Je ne vous impose pas mes choix. Ensuite, le sélecteur de couleurs HUD. On peut choisir entre différents types, différentes présentations de ce sélecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le sélecteur de couleurs HUD? Je vais vous montrer. Je vais sur un document vierge, et là je choisis le pinceau, et je veux peindre. Je vais choisir le sélecteur HUD en maintenant majuscule, Alt et clic droit. Et là vous voyez, j'ai ce sélecteur qui me permet de choisir la couleur de mon pinceau. Voilà. Je reviens dans mes préférences, CTRL-K, et là vous voyez j'ai choisi la roue chromatique. Je trouve ça très pratique, mais bon, chacun ses manies, si je puis dire. Vous pourrez choisir ce qui vous intéresse, soit sous forme de bande, ou bien soit sous forme de roue, et vous avez plusieurs possibilités. Ensuite, nous avons l'interpolation de l'image. On a le choix entre plusieurs possibilités. Alors sachez que c'est l'algorithme qui va être appliqué lorsque vous redimensionnez une image pixelisée, c'est-à-dire une image en mode pixel. Pas une image qui a des défauts de pixels, hein, une image en mode pixel. Donc c'est l'algorithme qui va être appliqué. Alors, j'aurais bien du mal à vous expliquer la différence entre les différents algorithmes. Pour ma part, je reste toujours dans bicubique automatique, qui est le choix par défaut que vous propose Adobe. Ensuite, nous avons un groupe important qui est le groupe des options. Il y en a beaucoup.
Nous allons découvrir à quoi tout cela correspond. Mettre à jour automatiquement les documents ouverts basés sur un fichier. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur le même fichier, les mises à jour vont être faites automatiquement sur chacun des logiciels. Imaginez qu'on travaille en équipe sur une photo. Alors je vais vous montrer. Voilà. Cette photo, imaginons qu'elle soit ouverte sous Photoshop par plusieurs personnes en même temps, et qu'une personne travaille sur du texte, d'autres sur de la peinture, etc. Je vous montre. Alors là, je peux pas vous ouvrir plusieurs Photoshop, mais j'ai ouvert ma photo dans un autre logiciel, le logiciel Paint de Windows. Et là, sur cette photo, je vais faire de la peinture, n'importe quoi, pour vous montrer. Voilà. Je reviens dans Photoshop et vous voyez, automatiquement, le document s'est mis à jour dans Photoshop. Je vois ce qui a été fait dans l'autre logiciel. Si je n'avais pas activé cette case à cocher, je n'aurais pas vu les mises à jour. Alors ça, c'est valable sur du travail en équipe, bien évidemment. L'option suivante, c'est afficher automatiquement l'écran d'accueil. Est-ce que vous voulez ou pas de l'écran d'accueil lorsque vous rentrez dans Photoshop? Alors, l'écran d'accueil, je vous rappelle, c'est cet écran-là qui s'affiche quand vous arrivez dans Photoshop. Si vous n'en voulez pas du tout, vous désactivez l'option en question. L'option suivante, utiliser l'interface héritée nouveau document. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez peut-être envie d'utiliser l'ancienne interface nouveau document. Je vous montre, ce sera plus simple. Lorsque je veux créer un nouveau document, j'ai cette interface-là, qui existe depuis Photoshop CC, qui est très pratique, qui est pleine de possibilités. Je vous les ai décrites dans la première vidéo que j'ai faite sur les bases de Photoshop. Si vous voulez avoir le détail, je vous invite à parcourir ce tutoriel. Si j'active l'interface héritée, OK, je fais fichier nouveau, et vous voyez, j'ai l'ancienne interface de Photoshop. À vous de choisir. Personnellement, je préfère largement la nouvelle interface. Option suivante, ignorer la transformation lors de l'importation. Alors, je vais vous expliquer en vous montrant précisément ce qui se passe. Lorsque j'importe un nouveau document, par importation et lié par exemple, je vais choisir une photo, n'importe laquelle, importer. Et vous voyez, elle se met au-dessus de la photo existante, un calque a été créé, et j'ai automatiquement des poignées de redimensionnement, ce qu'on appelle des poignées de transformation, qui me permettent de mettre ma photo à l'échelle du document existant ou de la mettre plus petite, ça dépend ce que je veux faire. Je reviens à mes préférences. Alors là, je suis obligé de faire quelque chose. Je vais ignorer. Je reviens à mes préférences. Si j'ignore la transformation lors de l'importation, ça veut dire, vous l'avez deviné, que lorsque je vais importer, je n'aurai plus ces poignées de transformation. Importer lié. Voilà, vous voyez, je ne peux plus redimensionner mon image. Bon, je peux toujours faire CTRL-T et le faire. Mais en général, effectivement, quand on importe une image sur une autre, on a besoin de la redimensionner dans un premier temps. Donc voilà, à vous de choisir également ce que vous souhaitez faire. Personnellement, je préfère garder ces poignées de transformation. Alors, option suivante,
puisqu'on est dans les problèmes d'importation, on va regarder l'option redimensionner pendant l'importation. Je la laisse cocher et on voit ce que ça fait. Sur cette image, j'importe une nouvelle image. Voilà. Donc cette image normalement est plus grande que l'image sur laquelle je l'importe et automatiquement il la redimensionne, tout du moins en hauteur, à la taille de ma zone de travail. Et puis il y a des poignées de redimensionnement comme je l'avais demandé. On ne valide pas et on prend le deuxième cas. Je décoche redimensionner pendant l'importation. J'importe mon image. Et là, on voit qu'elle dépasse très nettement de l'image sur laquelle elle est importée. Donc, elle n'est pas redimensionnée. Vous voyez la différence? Alors, personnellement, je préfère redimensionner. Et après, je redimensionne comme je veux, s'il faut. Toujours pour l'importation, toujours créer des objets dynamiques lors de l'importation. Alors, on va voir ce que ça fait. Voilà. Je fais fichier importation et incorporer. Alors, je vais un peu changer d'image. Je valide. Et là, on voit la petite icône, vous voyez, sur le calque, en bas à droite, qui me dit que c'est un objet dynamique. On voit ce qui se passe. Alors, je vais annuler, je vais supprimer le calque. Voyons ce qui se passe si je décoche créer des objets dynamiques. Fichier importer et incorporer. Voilà. Je valide. Et là, on voit que ce n'est pas un objet dynamique. Alors, dans le premier cas, j'avais un objet dynamique, donc j'étais en mode vectoriel, une image calculée, et dans le second cas, je suis en mode pixel. Ce qui veut dire, alors j'aime bien expliquer les choses complètement, en mode pixel, si je redimensionne l'image incorporée, elle va être dégradée. Alors que si c'est un objet dynamique et que je la redimensionne pendant l'importation, elle ne sera jamais dégradée. Voilà, notez bien cette différence fondamentale qui explique le pourquoi de cette option. Est-ce que vous voulez faire de l'image incorporée, une image en mode vectoriel ou bien une image en mode pixel? Comme ça, les choses sont très claires. Alors, option suivante, c'est une nouvelle option. Utiliser la transformation manuelle héritée. Alors ça, c'est l'ancienne transformation manuelle. Alors, on trouve de plus en plus dans Photoshop des nostalgiques des anciennes interfaces. Et Adobe est obligé donc de créer des nouveaux paramètres pour satisfaire les personnes qui sont nostalgiques des anciennes interfaces. Alors si vous voulez utiliser le mode transformation tel qu'il était auparavant, vous pouvez le faire. Option suivante, signal sonore en fin d'opération. Ça veut dire qu'à la fin d'un travail assez long, vous aurez un signal sonore qui vous dira que l'opération est terminée. Je le coche pas personnellement, parce que là, on peut en avoir beaucoup pendant qu'on fait des montages Photoshop, et ça devient un peu gênant. Mais chacun fait comme il veut, à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, l'option « Exporter le presse-papier », ça veut dire qu'à la fermeture de Photoshop, si vous avez un contenu dans le presse-papier, il va être conservé. Si vous décochez cette case, à la fermeture de Photoshop, le contenu du presse-papier sera détruit. Et puis, la dernière option de cet important groupe d'options,
c'est synchronisation des paramètres prédéfinis. Alors ça, c'est pour le travail en équipe, encore une fois. Si vous utilisez des paramètres prédéfinis lors d'un montage photographique, ça veut dire que toute l'équipe qui travaille en même temps sur le même montage aura les mêmes paramètres prédéfinis. Si vous faites une modification de paramètres prédéfinis, elle sera répercutée sur l'ensemble de l'équipe. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous montrer la portée de cette option. Et puis en bas, vous avez deux boutons. Réinitialiser tous les messages d'avertissement. Cela veut dire que si lors d'un avertissement, un message d'avertissement, vous avez coché l'option ne plus afficher ce message, vous ne le verrez plus. Et si vous voulez le revoir, ou tous les revoir, on peut réinitialiser tous les messages d'avertissement. Et à ce moment-là, vous verrez tous les messages d'avertissement, et puis vous pouvez réinitialiser les préférences à la fermeture de Photoshop. C'est-à-dire que vous pouvez faire toute une session de Photoshop avec certaines préférences. Voyez un petit peu la souplesse de tout ceci. En ce qui concerne l'interface, nous avons un groupe d'options qui s'appelle Apparence. Il y a pas mal d'options qui concernent donc l'apparence de l'interface de Photoshop. Vous allez voir qu'on peut bien la paramétrer. Alors tout d'abord, le thème de couleur. Il y a plusieurs modèles d'interface de Photoshop. Moi, j'ai choisi la plus foncée. Ça donne ce que vous voyez actuellement. Si je clique sur le modèle gris moyen, ça donne quelque chose de plus clair. Après, vous avez gris clair, encore plus clair. Et puis, vous avez un gris très clair, pour ainsi dire. Donc, les modèles vont du clair au foncé. Voilà, vous choisissez ce qui vous plaît. Personnellement, je préfère une interface foncée, car j'estime que ça fatigue moins les yeux, mais c'est à votre convenance, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Il faut aussi que vous ayez un certain confort lors de votre travail, car on passe beaucoup de temps sur Photoshop, ne l'oubliez pas. À côté, vous avez la couleur des tons clairs. Alors ça veut dire quoi, ça? Alors moi j'ai choisi le bleu. Regardez les calques et le calque actif. Vous voyez, il est bleuté. Si je choisis par défaut, il n'y a que deux options, hein. Ça devient un gris moyen. Alors personnellement, je préfère le bleu. Je trouve que c'est plus visible, notamment pendant mes formations. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Alors le mode de fenêtre standard, là c'est par défaut qui est activé. Alors on peut choisir gris foncé par exemple, et vous voyez la fenêtre de travail devient gris foncé, enfin le fond de la fenêtre de travail devient gris foncé. Alors je vais vous passer les autres possibilités, gris moyen, gris clair. Voilà, donc vous avez compris la subtilité. Et le cadre, alors je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Quand on parle de cadre, c'est le cadre de la photo. Et vous voyez, là j'ai une ombre portée qu'on voit très bien en bas sur du gris clair. On ne le verra pas du tout sur quelque chose de sombre, hein. Vous pouvez mettre une ligne, comme ceci, ou bien sans, rien du tout. Vous avez l'image brute de fonderie. Je vais laisser ombre portée, et je vais revenir à par défaut. Alors, l'option suivante, ça concerne le mode plein écran avec menu, et l'option qui suit derrière, c'est le mode plein écran. C'est les différents modes d'affichage de Photoshop. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser le mode plein écran avec menu noir avec un cadre ombre portée,
Et pour le mode plein écran, pour que vous voyez bien la différence, on va mettre gris clair avec une ligne pour le cadre. Voilà, je valide. Je vais dans l'icône des modes de présentation de Photoshop. Je choisis mode plein écran avec menu et vous voyez que le fond est noir et que l'image est sans ombre portée, mais ça on ne le voit pas bien sur le noir, hein. Je vous l'accorde. Si je passe en mode plein écran sans menu, voilà, vous voyez que mon fond est gris clair et que j'ai une ligne comme cadre de la photo. Alors, vous avez l'icône pour changer de mode et vous avez la touche F. Voilà, je vous le rappelle. Je reviens à mes préférences. Voilà, on va laisser noir, hein. Alors, le dernier paramètre de ce groupe apparence, les plans de travail, je ne peux pas vous le montrer car ça ne fonctionne qu'en mode RVB, mais en mode GPU avancé. Mais vous avez largement de quoi faire avec les premiers paramètres. Et puis j'ai oublié de vous le dire, vous avez le choix entre plusieurs nuances de clair et de foncé, mais vous pouvez aussi personnaliser complètement la couleur de votre arrière-plan. Vous avez accès au nuancier qui vous permet de choisir une couleur. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour avoir un Photoshop personnalisé. Le groupe présentation, alors la langue de l'interface, inutile de vous le décrire, hein, c'est en français, et si j'avais installé d'autres langues, j'aurais le choix entre plusieurs langues. Le corps de la police de l'interface utilisateur, là c'est petit par défaut, vous voyez c'est même très petit, je préfère personnellement mettre en grand. Pourquoi? Parce que les interfaces de Photoshop utilisent des polices de plus en plus petites et qu'on a de plus en plus de mal à les voir correctement. Donc n'hésitez pas à mettre le plus grand possible. Et là, ce sera pris en compte au prochain démarrage de Photoshop. Alors, la mise à l'échelle de l'interface utilisateur, vous avez trois possibilités, soit auto, soit 100%, soit 200%. Alors ça va dépendre de la taille de votre écran, bien évidemment. Est-ce que vous souhaitez une interface à 100% ou bien à 200% si vous avez un écran plus grand? Pour ma part, je le mets en mode auto, comme ça elle s'adapte automatiquement à la taille de mon moniteur. Et puis vous avez réglé l'échelle de l'interface utilisateur en fonction de la police. Donc automatiquement, en fonction du choix que vous aurez fait dans la police, l'échelle de l'interface utilisateur s'adaptera à la taille de cette police. On va le cocher. Alors ce que je vais faire en off, pour pas perdre de temps dans cette vidéo, je vais valider et redémarrer Photoshop et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai redémarré Photoshop pendant la coupure et vous voyez ce que ça donne. J'ai quelque chose d'un peu plus confortable. Les polices sont plus grandes, c'est beaucoup plus lisible et l'interface s'est adaptée. Vous voyez, les outils sont beaucoup plus lisibles aussi par rapport à la police que j'avais choisie. Je reviens à l'interface. Voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors attention, hein, les interfaces de Photoshop sont de plus en plus petites. Essayez d'avoir quelque chose de lisible. C'est pas la peine d'abîmer vos yeux à forcer sur l'écran pour voir ce que vous êtes en train de faire. C'est mon conseil personnel, hein. Alors, groupe d'options suivant, les options, précisément. Première option, afficher les couches en couleur. Alors, je vais vous montrer ce dont il s'agit. On va d'abord décocher. Voilà. Et si j'ouvre la fenêtre, le panneau des couches, plus précisément, vous voyez que les couches rouge, vert, bleu, rouge, vert et bleu apparaissent donc en fonction de la couleur de la photo. D'accord? Si j'affiche les couches en couleur,
voyez que le rouge est rouge, le vert est vert et le bleu est bleu. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. C'est de l'esthétique et c'est peut-être de la lisibilité aussi. Ensuite, à côté, nous avons les curseurs dynamiques qui sont cochés. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors là, je suis obligé de sortir des préférences. Alors sur le panneau de couleurs, si je choisis une couleur, là je suis dans les verts, vous voyez. Si je vais plutôt dans les bleus, vous voyez que les curseurs d'en dessous deviennent bleus, sont dans les teintes de bleu. Si je vais dans les rouges, ils sont dans les teintes de rouge, etc. Voilà. Je reviens dans mes options d'interface. Si je décoche curseur dynamique, OK, vous voyez que si je change la couleur, les curseurs d'en bas, saturation et luminosité, ne bougent pas. Voilà la différence. Alors, moi je préfère curseur dynamique, mais à vous de choisir ce qui vous intéresse le plus. Voilà. Et dernière option de l'interface, afficher les couleurs de menu. Alors ça, je vous ai expliqué dans un tuto précédent comment personnaliser les menus. On va laisser afficher les couleurs de menu et on va voir ce que ça donne. Je vais dans Fichier et vous voyez que les menus sont colorisés de la manière dont je les ai configurés. Je reviens dans les préférences, interface, je décoche afficher les couleurs de menu et je vous le donne en 1000. Mes couleurs ont disparu. Alors là, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Alors personnellement, je trouve que c'est, excusez-moi l'expression, mais un peu ballot d'avoir pris la peine de donner des couleurs au menu qu'on veut faire ressortir et après de se priver de les afficher. Voilà. Nous allons en rester là pour ce tutoriel. Nous découvrirons la suite des préférences dans le prochain tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite des préférences dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.